Bună ziua, dragi urmăritori! Mă numesc Despa Lucian Andrei, iar astăzi mă aflu în incinta Centrului Metropolitan de Cultură și Educație, DALES. Astăzi o am drept invitată pe autoarea franceză Christine Colonna-Césari. Bonjour, Christine! Lucian. Cu acest interviu dorim să marcăm Luna Internațională a Francofoniei, de aceea ne-am și propus, alături de invitata noastră, să tratăm un subiect super interesant legat de francofonie și anume Cartea Dumneaei, care este intitulată, titlul generic și foarte interesant, chiar catchy, Ils sont fous, ces Roumains, l'Eldorado roumain, adică sunt nebuni acești români. Orașul de aur român. Este un titlu foarte catchy, c'est un titre super intéressant, Christine, voilà, et j'avoue qu'il m'a beaucoup attiré. Voilà. După cum am spus, martie este luna francofoniei și practic noi celebrăm pe tot globul limba franceză, cultura franceză și tot ce are legătură cu Franța și limba franceză. Francofonia reprezintă o comunitate lingvistică extrem de vastă, cu aproximativ 300 de milioane de vorbitori de limbă franceză. Din Africa până în America, franceza este vorbită pe toate cele 5 continente ale lumii și este a doua limbă de circulație internațională vorbită. Pe lângă faptul că până în 1815, ăsta e un fel de fun fact, a fost limba diplomației și este în continuare, însă a pierdut puțin aplomb în fața limbii engleze. De asemenea, cu mai mult de 60.000 de cuvinte în repertoriul lingvistic francez, limba franceză este o limbă de comunicare internațională, utilizată și vorbită de mai mult de 80 de state și guverne. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, numărul francofonilor este estimat undeva la 11 către 13 milioane de vorbitori. Și anume 11-13 milioane de americani au declarat că cunosc limba franceză la un nivel destul de bun, astfel încât să poată fi luată ca limbă a doua, să spunem așa, pe care eu o vorbesc. De asemenea, majoritatea franco-americanilor, încă un fun fact, sunt concentrați, să spunem așa, într-un stat din Statele Unite ale Americii, și anume Louisiana. Deci, una peste alta, franceza este o limbă bogată, internațională, multiculturală și oferă foarte multe oportunități. Tocmai de aceea ne-am decis să abordăm acest subiect. Acum voi trece în limba franceză pentru că, bineînțeles, invitata noastră este vorbitoare de limbă franceză, este franceză de origine și așa se cade, mai ales că celebrăm Luna Internațională a Francofoniei. Bonjour, encore une fois, et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Christine Colonna-Césari, pour ceux qui ne connaissent pas, est écrivain et éditeur français et a publié ce livre qu'on a maintenant avec nous. Ils sont fous, ces Roumains, l'Eldorado roumain, mare de tot. Voilà. Ce livre est paru à l'édition Piatnița. C'est un nom assez difficile de prononcer, disons, mais bon, ça va. Voilà. Vous l'avez, disons, publié il y a 2 mois ou 3 Sur décembre-janvier. Décembre-janvier. Dernier. Oui. Bon, sur le livre, j'ai vu janvier. Donc, oui, parce que en fait, l'imprimeur l'a imprimé un mois plus tôt que prévu. Le timing en Roumanie est toujours assez fluctuant. D'accord. Ce qui fait qu'on a un petit peu mis les 2 dates dans la précipitation. Okay. Pour les libraires français qui sont restés bloqués dans leur créneau, c'était janvier. Ah, ok, super. Merci pour la clarification. Donc, ce livre, il faut dire, est lumineux, plein d'informations sur la Roumanie, même pour les Roumains qui sont ici, qui sont nés en Roumanie, il y a plein d'informations qui ne sont pas connues. Voilà, il y a pas mal de places qui sont évoquées dans ce livre, dont personnellement, moi, je n'ai pas entendu parler. Voilà. Comme j'ai dit, il est un livre lumineux, plein d'informations et rempli d'amour pour un pays qui n'est pas un pays de souche pour notre invité. Voilà. En tout cas, pas dans cette vie, dans une vie antérieure sûrement. Voilà. Maintenant, pour parler un peu plus sur le titre du livre, le sous-titre du livre,
c'est l'Eldorado roumain. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, personnellement, je savais que l'Eldorado, c'est la cité de l'or pour les Espagnols. Voilà. C'était depuis le XVIe siècle que ce terme a été employé, voilà, lorsqu'il y avait des conquêtes de l'or. Voilà. Et je pense en fait que Madame Colonna Cesari ne fait pas exactement référence à cette signification, mais plutôt elle entend par l'Eldorado roumain la plénitude, la multiplicité des sentiments qui l'ont frappé lorsqu'il est rentré en Roumanie. La joie de vivre des Roumains, l'implication, la dédication des Roumains et tout ce qui caractérise le peuple roumain. Voilà. Maintenant, je vais commencer avec une première question pour ne pas tarder. Je sais, Christine, que la Roumanie, c'est un pays qui t'a charmé, puisque je pense que ce charme de la Roumanie t'a convaincu en quelque sorte d'écrire ce livre. Voilà. Je ne sais pas, mais on va voir. Tu vas nous dire. Ma question maintenant, j'ai vu que vous présentez dans ce livre avec humour l'originalité, les beautés et même les talents des Roumains qui sont évoqués dans ce livre, mettant du côté les clichés négatifs dont vous avez également parlé dans ce livre. Comment qualifiez-vous ce livre si on jette un peu un coup d'œil sur le processus de la découverte de la Roumanie, car j'ai vu que vous évoquez plusieurs approches. Donc, selon vous, quelles sont les plusieurs approches que vous avez employées dans ce livre pour exprimer ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu en Roumanie? Ouais. Disons qu'il y a le fil conducteur de départ, effectivement, en tant que Française, connaissant très bien ce pays, ce peuple, cette culture depuis plusieurs décennies, je voyais que les clichés en France par rapport à la Roumanie, aux Roumains, ne bougeaient pas. Il n'y avait aucune évolution. On ne connaît pas du tout ce peuple, ni ce pays, ni cette culture, ni l'intelligence et la créativité de ce peuple, la spiritualité de ce peuple qui est pour moi nettement supérieure à celle des Français. Et donc je me suis dit à un moment donné, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai accumulé comme bagage, il faut absolument que je fasse un livre qui dise autre chose aux Français, qui disent mais non, la Roumanie c'est pas du tout ce que vous croyez, la Roumanie c'est des gens très cultivés, très intelligents, où il y a eu, maintenant je sais que quand on discute avec les Roumains, ils discutent un peu ce point de vue, mais au niveau de l'éducation, de la connaissance, des niveaux de la scolarité, vous étiez très au-dessus par rapport à ce que la France était en train de devenir. Donc j'ai pris ce fil conducteur, j'ai accumulé pendant longtemps l'envie de montrer ça, et puis il y a une autre chose qui m'a frappée aussi, dont je parle avec humour dans ce livre, c'est Mare de tot, c'est le slogan de la couverture. C'est qu'en fait, il y a quelque chose chez les Roumains, dans les Roumains, qui sont absolument portés sans complexe à vous dire je suis le meilleur dans mon domaine. C'est très drôle parce que et puis aussi et donc ça les conduit quand ils font quelque chose à ne pas se limiter, à ne pas avoir le verre toujours vide comme on dit en français, mais avoir le verre plein et puis à construire très grand, très haut, très large, très fort. Et ça m'a interpellée beaucoup. Je pense que c'est quelque chose dont on peut parler pendant longtemps, qui pour moi remonte vraiment à l'Antiquité, à la Dacie. Il y a quelque chose de très spécial de ce point de vue-là dans l'âme roumaine. Donc j'ai pris ce fil conducteur-là et puis je voulais montrer qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce pays qui n'existe pas ailleurs, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand, ou de plus haut, ou de plus fort, comme le laser de Magorelle, qui est le plus grand laser du monde. Donc on est allé interviewer le directeur et le directeur adjoint de l'Institut de physique nucléaire de Magorelle, qui
qui m'a raconté l'histoire de ce centre. Et puis là-dessus, j'avais aussi envie de rajouter des artistes ou des choses typiquement roumaines ou des créateurs roumains pour montrer en France qu'il y a beaucoup de talent ici et essayer de faire passer à travers tout ça ce qui est vraiment la psychologie, la spiritualité, la créativité roumaine qui est différente de la France et avec laquelle moi je me sens beaucoup plus en harmonie. Il y a des valeurs ici qui n'ont pas été perdues, qui sont perdues en France. Et puis voilà, donc par exemple on a été allé à Râmnicu-Vâlcea, dans la bibliothèque, à un vitrail qui a été fait complètement à la main, peint à la main par Gheorghe Decan et qui considère que c'est aussi une œuvre unique au monde dans la façon dont il l'a conçue. Et c'était une très belle rencontre sur le plan humain et sur le plan artistique aussi et sur le plan culturel. Voilà. Donc il y a différentes choses, mais avec toujours ce fil conducteur Mare des Totes. Et puis il n'y a pas que ça, disons que la première partie du livre c'était aussi ma réflexion en tant que Française qui observe ce qui se passe autour d'elle ici. Mais c'est quelque chose qui n'est pas superficiel, c'est-à-dire je ne suis pas arrivée comme une pomme ici en découvrant, en ne sachant rien du tout sur ce pays et cette culture. C'est une réflexion que j'ai accumulée pendant très 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 longtemps. D'accord. Donc ça donne un fondement sérieux, je pense, à ce que je raconte. Ok, merci beaucoup. Donc ma seconde question pour vous serait pour construire également sur ce que vous avez déjà évoqué. Je suis sûr que lorsque vous êtes parti de France et rentré en Roumanie, vous avez eu des clichés sur la Roumanie. Quand je rentrais en France à chaque fois, oui. Oui. Oui, ben, c'est-à-dire que moi quand je rentrais en France, j'avais envie de partager avec mes amis ce que j'avais trouvé de positif ici, ce que je trouvais bien. Et ils me regardaient comme ça. Ah, il y a ça en Roumanie. J'ai même ma boulangère de quartier qui m'avait demandé il y a du pain là-bas. Je lui ai dit oui, il y a du pain. Il y a même des meilleurs gâteaux qu'en France. Donc ça m'a permis de faire pas mal d'humour au début, sur tous les clichés que j'ai entendus et qui sont vraiment difficiles à faire bouger. Ils n'ont pas envie de savoir que c'est la Roumanie qui a fourni le fer de la Tour Eiffel, par exemple. Ils ne veulent pas le savoir. D'accord. Ok. Bon, tout au long de votre livre, vous énumérez également différents titres, disons, ou qualifions en tant que jubilatoires, auxquels vous aviez pensé pour donner à votre livre. Oui. Je donne ici l'exemple suivant. La caverne d'Ali Baba, un palais sur la colline du Filaret et même le cimetière joyeux en héritage. Donc je pense que voilà, si vous faites référence à la... Oui, voilà, c'est comme ça. C'est ça. Pouvez-vous résumer cela? Donc, quelle a été la motivation qui vous a poussé à choisir ces titres? Disons que moi, biologiquement, constitutionnellement, je suis un auteur de contes de fées et un éditeur de contes initiatiques pour les enfants. Je suis dans un pays de poètes. Et en plus, je trouve que le choix des mots doit être vivant, doit être charnel, doit être romantique, doit attirer la curiosité, l'imaginaire. Donc, faire quelque chose de vivant et de romantique un petit peu et de sensible, c'était évident pour moi dans ce livre. En fait, il y a un mélange de choses extrêmement rationnelles et construites et concrètes. Et puis, il y a des vagues comme ça, un peu plus initiatiques qui traversent. Voilà. Ok. Bon. Je ne pouvais pas mettre le cimetière de Sapanta, le laser de Magourel, c'est horrible. Il fallait que ce soit Vous avez donné de vie, disons. Il fallait que ce soit plus chargé de sens profond. Qu'est-ce qui vous a poussé, disons, entrons un peu dans le sujet, à quitter la France pour venir vivre en Roumanie? Oui. Quelle a été la motivation principale pour laquelle vous avez dit, bon, je vais quitter la France, Oui. je veux rentrer en Roumanie? Oui. Voilà. Vous avez été assez courageuse. Oui, mon cas. Voilà. encore, si vous saviez, vous étiez Vous très êtes encore. courageuse.
Disons que fondamentalement, ça faisait 3-4 ans que je me disais que je supportais plus du tout l'ambiance délétère qui s'installait en France, où la vie, particulièrement à Paris, devenait extrêmement stressante et violente. Il y a beaucoup d'agressivité, il y a pas la convivialité que vous avez préservée ici, il n'y a pas la qualité de communication, ça c'est très important pour moi. Je dis vraiment, les Roumains sont extrêmement ouverts sur le plan de la communication, que ce soit intellectuellement ou au niveau du cœur. Et en plus, moi je suis du midi de la France, donc en Provence, on est quand même plus proche de cette culture roumaine que la mentalité parisienne. Après, il y avait aussi des raisons économiques qui font que je me suis dit, bon, j'ai plus envie de continuer comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je pars, de toute façon, il faut que je parte, je supporte plus. De voir que toutes les semaines, quand je rentrais de mes cours chez moi, il y avait une chance sur 2 pour se faire agresser dans le métro, se faire bousculer, sans raison, sans rien demander à personne. Il y a aussi une perte de repères culturels en France qui est terrible pour ma génération qui ont quand même des bonnes bases. Et c'est devenu évident pour moi dans la mesure où pour moi la culture roumaine, la Roumanie, les Roumains, ils sont sur ma route depuis longtemps. Donc ça n'a pas été un saut dans l'inconnu. Et puis j'ai beaucoup écouté mon intuition parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je suis capable d'écrire un livre en étant complètement malade, fatiguée, mais c'est mon intuition qui écrit. Et après je me dis c'est incroyable ce que tu as écrit. Donc j'ai écouté mon intuition et puis une fois ici c'était évident, quoi. J'étais dans mon élément et j'ai jamais regretté. De temps en temps, je rouspète un peu quand je vois que quelqu'un est toujours en train au dernier moment de changer les rendez-vous au dernier moment. Ça m'énerve prodigieusement parce que je suis très carrée pour ça. Le sens de la parole, pour moi, c'est très important. Quand on dit, on fait, ou alors on ne dit pas. Et donc, c'est pareil pour tous les Français. Ça nous demande une adaptation au fonctionnement roumain qui est que c'est pas important pour vous, vous vivez hors du temps, mais vous faites quand même les choses très bien à un moment donné. Donc, ce qui compte, c'est le résultat, quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé ces pensées avec nous. C'est très important. Et j'avoue même, moi personnellement, j'ai pu bénéficier de 2 expériences culturelles et académiques en France. La première, j'ai bénéficié d'une bourse Erasmus à Toulouse. Oui. Pendant mes études de licence. Et la deuxième, c'était il y a un an, presque un an, avant même cette époque grise, disons, dans notre vie, avec une bourse du gouvernement français à l'EHESS, à Paris. Voilà. Et donc, personnellement, moi, j'aime les Parisiens. Ils sont différents des Bucarestois, mais j'aime leur quiétude. Voilà, vous trouvez les Parisiens lorsque je les vois, ils sont pas calmes, ils sont abrutis. Oui, moi lorsque je les vois ils sont passifs. Devant les cafés, oui. Ils boivent leur café comme ça tranquille. Chaque matin, c'est génial. À Bucarest, on ne voit pas ça. Les Bucarestois ne sont pas habitués à ce style de vie. Et j'ai trouvé cela splendide. J'ai trouvé cela inhabituel pour moi. Voilà, cela m'a frappé. Et voilà. Mais même, maintenant, revenons à notre questionnaire, disons. Je ne vois. Voilà. Vous avez un chapitre dans votre ouvrage qui s'intitule « Je te quitte en pleurant ». Il fait toujours référence à ce que l'on dit souvent, même toujours le fait que lorsqu'on doit venir vivre en Roumanie, l'on pleure de désespoir. Mais lorsqu'on doit en repartir, on pleure de regret de devoir s'en aller. Quelle pourrait être l'explication pour votre attachement si profond, à part de ce que vous avez déjà évoqué? Je pense que c'est ressenti et verbalisé par beaucoup de Français quand je parle avec eux. C'est cette dimension humaine qu'on trouve ici, de communication, de relation, moi j'ai des amis en France qui me disaient mais quand tu parles de la Roumanie, on a l'impression de se replonger dans la France des années 60
où il y avait encore une certaine douceur de vivre, hein, une certaine harmonie. Je pense que la gentillesse des Roumains, on a envie de pleurer quand on doit s'en passer, c'est tout simple. Oui. C'est cette ouverture de cœur et d'esprit qui est très spirituelle. Je ne parle pas de religion, je parle pas de. Je pense que ce peuple est comme ça. Et qu'on l'analyse consciemment ou pas, quand on doit retourner ou quitter le pays, bon, on était bien ici. Et je pense que moi j'ai des amis qui vont repartir là et je sais que vraiment c'est dur pour eux. Vous avez évoqué beaucoup de choses très intéressantes sur la Roumanie. Vous avez même évoqué cette chose dans le livre. Mais je veux vous demander quelles sont les spécificités que vous avez rencontrées en Roumanie et qui vous ont, disons, frappé dans le sens bon du terme, disons. Voilà. Les habitudes des Roumains, qu'est-ce qui vous a frappé? Voilà. Quand on arrive de France, la première chose qui frappe ici, c'est qu'on se perd très facilement parce qu'il n'y a pas de plaque de rue ni de numéro, à part dans certains quartiers. Et donc tout ce qui relève de l'organisation urbaine c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est très énervant parce qu'on se perd. Donc moi je prenais tout le temps des taxis pour aller au rendez-vous pour être sûre de trouver l'adresse à laquelle je me rendais. Puis la voirie aussi, moi je me suis fichue par terre devant le théâtre de l'Odéon parce que c'était la nuit, j'avais pas vu un trottoir. Et je me suis rendu compte que mon cerveau était habitué à marcher sur du lisse. Et donc ça m'a pris, je crois, 5-6 mois pour que, sans y penser, mon cerveau m'acclimate au trottoir défoncé de Bucarest. Moi, c'est des détails, mais bon. Ce que j'ai dit aussi qui m'a frappée, c'est effectivement la relation au temps et au planning des Roumains, qui est quand même assez spéciale. Et puis, après, la première chose qui nous frappe tous, c'est l'accueil. C'est un peuple qui vous accueille et qui, a priori pour moi, apparemment, le fait sincèrement. Je vois par exemple l'accueil fait au livre par les Roumains et si je compare avec l'accueil fait par les Français, ça n'a rien à voir. Les Roumains sont enthousiasmés, ils sont reconnaissants, ils prennent le livre, ils le serrent sur leur cœur comme ça. Les Français, pour qu'ils vous disent un compliment, attention, hein, la terre elle attend de tourner. Hein. C'est incroyable et la différence d'accueil à tous les niveaux, que ce soit des gens importants, des gens simples, des professionnels. Et donc c'est vrai que c'est un plaisir pour moi parce que le dialogue peut quand même aller très loin avec les Roumains, on peut parler de tout. Absolument de tout. Je suis sûre que si je pars dans un délire ésotérique avec vous, ça ne vous étonnera pas, ça ne vous gênera pas. Si je vous parle d'art, ça sera pareil. Si je vous parle de philosophie, de spiritualité, ça ne vous dérangera pas, vous ne serez pas déstabilisé. Vous n'êtes pas dans des petites cases. C'est très important et je pense que c'est une richesse aussi pour l'évolution de la Roumanie et du peuple roumain. Napoléon aurait aimé de vivre en Roumanie. Comment ? Napoléon aurait aimé vivre en Roumanie. Oui, mais j'en suis sûre. Il vous aurait mis un de ces bordels. Heureusement qu'il n'est pas venu. Il aurait voulu tout mettre au carré, là. Il aurait eu beaucoup de mal, là, d'ailleurs, avec son code civil, je crois. Et puis, blague à part, quand on compare la relation à la femme, moi je sais que les gens me disent beaucoup ici, mais les Roumains sont très machistes, mais pas du tout. Comparer la relation à la femme, tiens, pour répondre à votre question, je trouvais l'accueil à la femme ici, le regard sur la femme, la communication avec la femme beaucoup plus ouverte et respectueuse qu'en France. Ok, d'accord. Je ne dis pas qu'après, il n'y a peut-être pas des fondements un peu plus machistes dans certaines régions ou dans certains événements, mais je trouve que quand on observe les gens dans le milieu du travail aussi, je trouve que les femmes sont beaucoup plus respectées à égalité qu'en France. D'accord.
Ok. malgré tous les grands discours sur la parité qu'on va vous tenir. Mhm. Et ça, c'est vrai, ça répond vraiment à votre question. J'ai quelque chose en moi qui a lâché, une espèce toujours de crainte, de peur, de se sentir agressée en tant que femme en France. Ici, c'est mais alors, dès le début, j'ai été libérée de ça, quoi. Ouais, ça c'est très important parce qu'en plus, si on veut continuer son chemin, je pense qu'en tant que femme, il faut être bien, il faut être bien. Ok, merci beaucoup. Donc, revenons maintenant au slogan du livre, hein, Mare de tot. Il nous pose en fait les jalons pour une spécificité qui remonte à des périodes de jadis, celle des records roumains en matière de taille, hauteur et même Oui. sens de la grandeur. Voilà, j'évoque ici le plus grand bâtiment administratif du monde. Vous faites référence bien sûr au Parlement roumain. La plus haute église en bois du monde et même le plus grand parc du sud-est européen et le plus grand lustre d'Europe en cristal de Murano, le palais Suter. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ces, disons, places, ces attractions en Roumanie et les évoquer dans votre livre, à part la grandeur, voilà. C'est-à-dire que dans chaque chapitre, il y a quand même des rencontres qui, pour moi, se voulaient très riches sur le plan de l'information, sur le plan culturel. Et donc, ces choix nous ont permis d'amener beaucoup de matière, de connaissances, voilà, de savoir comment, pourquoi le lustre Suter a été construit. C'est très intéressant. Qu'il y a derrière, il y a une volonté humaine, il y a du talent, il y a de l'investissement. C'est pas froid du tout comme sujet. Et c'est vrai que ce côté qu'ont les Roumains de vouloir faire plus grand, moi ça m'amuse, ça m'interpelle et je trouve que c'est une dimension qui est... Comment dire? Et les Roumains, pour moi, ils sont très connectés sur le plan spirituel. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne parle pas forcément de religion, de dogme, de choses comme ça, parce qu'on peut aller à l'église tous les jours et puis être un sacripant. Mais ils sont très connectés sur le plan spirituel. Et ils sont dans l'interview du père Duncan, on parlait justement de la façon dont l'Orient et l'Occident se croisent ici et la façon dont cette dimension hors du temps est dans la religion orthodoxe, etc. Et quand je dis les Roumains, ils nous énervent parce qu'ils sont hors du temps, donc ils ne sont jamais au planning prévu ou bien ils changent toujours au dernier moment. Et ça, en même temps, c'est ce qui leur permet d'être très connectés sur le plan spirituel. Donc, je ne sais plus pourquoi. Mais de toute façon. Et voilà, et cette dimension de connexion fait qu'ils n'ont pas peur d'être en connexion avec l'infini, avec le supradimensionnel. Pourquoi se limiter puisque Dieu descend sur la terre? C'est un peu ça la Roumanie. Et puis, et moi j'aime beaucoup ça, parce que quand vous regardez les contes d'enfants initiatiques, un enfant c'est pareil, il n'a pas le sens des limites, il est dans le présent. Donc il y a cette dimension d'enfant intérieur préservée dans chaque Roumain, qui fait son ouverture d'esprit, et qui est très attachante aussi. Mais c'est très intéressant, si on revient à ce que vous avez déjà évoqué, la divergence entre l'Orient et l'Occident. Vous êtes en fait une ambassadrice de l'incarnation du fait qu'il est possible d'avoir une convivialité entre l'Orient et l'Occident. Et c'est là, j'aime beaucoup ça. Voilà. Voilà. Mais je pense que chaque Roumain porte ça en lui, c'est-à-dire qu'il a un tiers de Roumain dacique, il a un tiers de Dace, je veux dire, il a un tiers d'Ottoman et il a un tiers de Tzigane. Voilà. Et ça, c'est fait que c'est quelque chose qui vous glisse entre les doigts pour un Français rationnel qui est dans sa petite boîte, il ne peut pas comprendre ça. Mais si vous comprenez et que vous acceptez ça, vous comprenez cette dimension spirituelle, artistique, très spécifiquement roumaine. Et moi, je trouve important que les Roumains soient bien là-dedans, qu'ils soient fiers de ça.
et qu'il l'utilise en essayant de voir comment je peux utiliser ça maintenant dans le monde actuel. Vous allez quelque part à l'opposé de ce que le mondialisme essaye de vous tirer d'un côté, et les Roumains, ils sont là hors du temps avec cette connexion. Ça va là, ne me bousculez pas. Oui, d'accord. Vous avez également parlé, Madame Christine, du fait que les Roumains respectent la femme. Et donc, de ce respect de la femme que les Roumains ont, voilà, je veux vous poser la question suivante, puisque je vois que vous portez une chemise traditionnelle roumaine, lia, voilà. Et c'est pour cette raison que je veux vous demander quel est le symbolisme que vous entendez par disons, ce symbole, voilà. Et pourquoi vous portez lia roumaine? Pourquoi je porte l'aïe? Oui. Il y a plusieurs raisons. D'abord, j'avais une vraie passion pour les broderies roumaines depuis très très longtemps. Je me souviens que j'avais trouvé un très vieux livre sur les broderies roumaines à la bibliothèque Beaubourg à Paris. Et puis c'était mon rêve, et une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivée en Roumanie, c'est de me faire ma collection d'liés. Là j'en ai 6 ou 7 ou 9, je ne sais plus. Et chaque fois que j'en mets une, comme je dis dans le livre, dans la rue, les femmes m'arrêtent et elles commencent à me dire « Waouh, frumosa !» Et puis elles parlent, et les hommes aussi « Waouh, frumosa, la yé !» Donc, il y a une photo de château là-bas, je ne sais pas si c'est Bran derrière moi. La Roumanie, c'est vraiment une terre de contes de fées. Quand on voit les châteaux, quand on voit la nature, quand on voit les broderies, sont magnifiquement brodées sur du lin. Et ces iés, elles renvoient au folklore roumain, aux arts populaires traditionnels qui sont très préservés, qui sont très présents, beaucoup plus qu'en France. Surtout en région parisienne, il n'y a pas vraiment de folklore comme dans les provinces françaises. Et c'est important pour moi de mêler l'aïe aussi à des vêtements modernes comme ça. Si j'avais eu plusieurs vies, par exemple, où le temps et l'argent et plus de jeunesse, je pense que j'aurais créé une ligne de vêtements qui mélangerait les broderies roumaines aux vêtements contemporains, pour les hommes et pour les femmes. Parce que, et puis aussi, moi je suis artiste peintre, donc le travail des couleurs pour moi c'est extrêmement important. Et les couleurs, c'est la joie de vivre. Donc voilà, toute cette dimension féminine qui est très préservée, très présente dans la culture roumaine. Les femmes, elles sont là. Moi j'observe énormément, je suis très observatrice. Donc, comme je vois comment les femmes se comportent dans le monde du travail, dans la société, dans leur communication avec les hommes. Alors après, quand je dis ça à des Roumains, ils me disent oui, mais non, mais pas du tout. Les Roumains sont très machistes, les Roumaines sont très passives, elles se laissent mener par le bout du nez. Non, 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 moi je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout. Et l'énergie féminine dans ce pays est très présente. Et j'espère qu'elle va continuer à prendre toute sa place. Parce que, comme disait le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Et je pense qu'en Roumanie, elle peut sauver la mise. Elle peut sauver. Voilà, donc quand vous avez peut-être une aparté un peu personnelle, des avocates qui vous semblent un peu hystériques et qui défendent les femmes et les enfants de tout leur cœur, de toute leur âme, en risquant leur vie et leur carrière, eh bien, il ne faut pas les mettre au pilori. Au contraire, il faut dire « Mon Dieu, protégez-la, bénissez les femmes ». D'accord. Lorsque je vous vois, madame, il me paraît que vous êtes vraiment, puisqu'on est dans le mois de la francophonie, un vrai symbole de la francophonie. Pourquoi? Puisque vous incarnez deux choses. Tout d'abord, la culture française et la culture roumaine. Puisque la culture roumaine est incarnée, si on vous regarde comme ça, par l'IA que vous portez. Et la culture française, c'est parce que vous êtes française. Et lorsque je vois cette combinaison, je peux vous dire personnellement que je vous considère en tant qu'un symbole de la francophonie. Merci. Et cela est vraiment quelque chose que je dis
de mon cœur. Voilà. Mulțumesc frumos! Cu drag. Voilà. Et en conclusion, vous avez dit que les Français ont du mal à s'intégrer en Roumanie. Mais avez-vous des suggestions pour les futurs Français qui souhaitent même venir et s'intégrer en Roumanie? Des petits insights, disons. C'est une question qui a beaucoup de réponses. Bon, moi, tous les Français que je connais qui vivent ici vivent bien. Soit ce sont des gens qui sont venus pour le travail, soit ce sont des gens qui se sont mariés avec des Roumains ou des Roumaines, qui sont très heureux de vivre ici. Ils n'ont pas de problème d'intégration particulier. Le seul problème qu'ils ont, comme je vous dis, c'est la gestion du temps et de l'agenda des Roumains. Ça leur pose vraiment un problème d'organisation au quotidien. Mais si on dépasse ça, il n'y a pas de problème. Après, chaque destinée est individuelle. Moi, j'ai un destin d'éditeur, c'est quand même pas la même chose que le destin d'une salariée d'entreprise. Bon, après, la première chose que je leur dirais, c'est de faire confiance. Parce que quand on fait confiance, toutes les portes s'ouvrent. Moi, je me rends compte que si les gens sont adorables avec moi, c'est parce que j'ai ce regard, je pense, de confiance, de respect, qui est très profond et qui dure depuis longtemps, qui n'est pas naïf, qui n'est pas innocent. Ensuite, je pense que bon, ce serait des conseils stupides d'aller ouvrir un compte en lei et un compte en euros à la banque, de se dire que on va peut-être avoir un propriétaire un peu particulier, folklorique, après qu'ils se débrouillent, parce que s'ils n'ont pas du courage, il ne faut pas venir. Qu'on vienne ici ou n'importe où ailleurs, le changement de culture, de pays, ça demande des capacités d'adaptation, de tolérance et d'imaginaire. Moi, j'ai une meilleure qualité de vie ici sur tous les plans, donc j'ai envie de leur dire d'essayer. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez pleinement répondu, oui. Je suis sûr que nos suiveurs sont contents, disons. Bon, merci beaucoup pour avoir répondu et avoir eu la patience de répondre à mes questions. Voilà. Complètement. Et merci beaucoup au Centre métropolitain pour la culture et l'éducation, Dallas, de nous avoir accueillis. Et à plus tard. Merci. Au revoir.